Bonjour ou bonsoir et bienvenue à tous sur Télésud. Pour la première fois depuis 60 ans, les économies des pays asiatiques en voie de développement sont entrées en récession. Contrairement à ce qu'on imagine bêtement, le Covid a frappé de plein fouet des économies qui sont fragiles. Les pays émergents n'émergent plus. Il y en a même qui plongent. Et ceux qui le payent le plus cher sont évidemment les plus fragiles. Il faut bien sûr distinguer, la situation de l'Inde n'est pas celle du Laos qui est en cessation de paiement, ni celle du Bangladesh, ni celle de Taïwan qui s'en sort d'une manière remarquable. Mais 160 millions d'Asiatiques sont passés en dessous du seuil de pauvreté, alors qu'on était année après année habitué à voir la classe moyenne s'agrandir, se conforter. Partout, les petites entreprises, celles qui n'ont pas assez de trésorerie, sont obligées de recourir à des usuriers. Et les familles qui travaillent au jour le jour se retrouvent complètement coincées avec la quarantaine. Derrière les statistiques, il y a toutes sortes de drames humains, bien sûr, évidemment. On va parler de l'impact de l'épidémie et du confinement en Asie du Sud-Est, au Vietnam, au Cambodge, au Laos, en Thaïlande, en Birmanie et aussi aux Philippines. C'est là qu'intervient Enfants du Mékong depuis des décennies. Merci Guillaume Daboville d'être venu jusqu'au plateau de Télésud à l'Étoile à Paris. Vous êtes le patron de cette ONG vénérable. Je dis vénérable parce qu'elle est ancienne, elle est apparue en même temps qu'au moment où s'effaçait en fait l'Indochine. C'est à peu près ça ? 1958, un ancien légionnaire, oublié dans les camps, et oublié par les accords de Genève, est récupéré par la Croix-Rouge suisse. Et pour se refaire, il avait 33 kilos à la sortie des camps, s'installe à Vientiane au Laos comme dentiste. On n'a jamais trouvé son CAP. Mais c'était un très bon arracheur de dents et commence à accueillir des enfants eurasiens nés de ces guerres et se dit il faut leur donner un avenir. L'avenir de ces jeunes, c'est l'éducation. Alors donc, ça fait donc 62 ans et Enfants du Mékong a été fondé à l'origine donc pour trouver des parrains à des enfants qui ont besoin d'un coup de main pour sortir de la misère, de l'ignorance, de la dépendance. C'est un peu l'histoire de votre légionnaire, c'est l'histoire des misérables et vous êtes une sorte de Jean Valjean vous-même qui vient au secours des Cosettes de l'Asie du Sud-Est. Vous êtes arrivé là-dedans comment ? Moi, je vendais des mousses au chocolat avant. Et puis, j'avais un désir de sens, de servir les pauvres, parce que j'ai beaucoup reçu. Et à l'enterrement du père d'un ami, je raconte le fait que j'ai ce désir d'aller servir les pauvres. Et cet ami me dit, mais j'ai vu le directeur d'une association qui me dit qu'il en a marre de ne pas voir les nouvelles générations vouloir s'occuper des pauvres. Donc, il me dit, là, faut que tu y ailles. Bon, mais au moins, vous n'en manquerez jamais de pauvres. Le Covid tue peu en Asie et la population s'adapte le plus souvent, elle est respectueuse des gestes barrières. Mais le confinement a des conséquences qui sont dramatiques, c'est ça, le vrai problème ? Selon les chiffres, dans les 6 pays d'action d'Asie dans lesquels on intervient, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Laos, Philippines, Birmanie, il y a 150 fois moins de morts en population cumulée qu'en France. Oui, Pourtant, 150 fois moins. Le confinement génère des situations de pauvreté et de misère qui sont exorbitantes. Alors, on va parler de tout ça, on va regarder comment est-ce qu'on peut y répondre, comment les choses se passent sur le terrain, mais d'abord, on va faire un gros plan sur les protégés. On parle toujours des parrains, mais on va parler des protégés d'enfants du Mékong. Quel âge ont-ils ? Qui sont-ils ? Qui sont les lauréats ? Quel coup de main donne l'ONG ? Jusqu'où vont ces enfants qui sont pris en charge ? On va regarder 4 exemples triés sur le volet, tournés et produits par Enfants du Mékong. C'est un film de propagande, mais je peux l'attester, c'est tout près du réel.เมื่อเราเรียนจบป .6 แล้วเนี่ยคือสิ่งหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเราเสียใจนะที่จะต้องห่างจากพ่อแม่ห่างจากโรงเรียนที่เราอยู่มาตั้งแต่เด็กค่ะทำไมถึงเราได้เรียนในโรงเรียนแห่งนี้นะคะเพราะว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากองค์ฟองค่ะที่ให้ความ
ที่ให้การสนับสนุนของเราจนเราเนี่ยได้มีโรงเรียนขึ้นมาค่ะแล้วก็ให้เราได้ศึกษาต่อไปเรื่อยๆจนถึงจนจบปริญญาตรีค่ะซึ่งในหมู่บ้านรอบๆในละแวกที่อยู่ใกล้เคียงนะคะซึ่งไม่ได้มีโอกาสเหมือนอย่างที่หนูได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือค่ะเราอยากจะให้เขาได้มีความรู้สามารถที่จะอ่านได้เขียนได้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตค่ะดิฉันชื่อบุษบงเป็นคนเป็นปากยอก็สาเหตุที่เลือกอาชีพนะคะเพราะว่าอยากจะให้เด็กๆที่ยังไม่ค่อยมีโอกาสนะคะคือยังไม่สามารถที่จะอ่านได้เขียนได้เราอยากจะให้เขาได้มีความรู้สามารถที่จะอ่านได้เขียนได้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตค่ะខ្ញុំពិតជាខុសពីក្មេងស្រីដទៃទៀតដោយសារខ្ញុំមានប្រភពមកពីគ្រួសារក្រីក្រខ្ញុំស្រឡាញ់ការសិក្សាការងារនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងជារៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំតែងតែទទួលបានលុយចំនួន100ទៅ200រៀលពីម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយពេលខ្លះបើសិនបើគាត់គ្មានលុយខ្ញុំញ៉ាំទឹកយ៉ាងច្រើនដើម្បីចម្អែតកាហ្វេរបស់ខ្ញុំនៅអាយុ10ឆ្នាំខ្ញុំបានទៅធ្វើការមួយនៅវាលស្រែចម្ការជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីឪពុករបស់ខ្ញុំស្លាប់តួការឧបត្ថម្ភពីអង្គការកម្មាមេគង្គតាមរយៈអ្នកស្រីសុផាខ្ញុំបានក្លាយជាកូនធម៌របស់លោកតូម៉ាស់ជារៀងរាល់ខែខ្ញុំតែងតែទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភអង្គសម្បត្តិឬក៏កាតប៉ូស្តាល់ខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងដើម្បីភាពជោគជ័យនិងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់ឪពុករបស់ខ្ញុំដែលបានស្លាប់និងផ្ដល់ជីវិតឲ្យខ្ញុំដូចនេះខ្ញុំបកគលអ្វីដែលខ្ញុំមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដល់ឪពុកខ្ញុំឈ្មោះថៃសុភាពហើយជានិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជាខ្ញុំនឹងក្លាយជាវិស្វករកាលពីខ្ញុំនៅតូចឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏តែងប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់អត់មានលុយអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ដីធ្លីអីដើម្បីទុកចែកឲ្យខ្ញុំទេហើយអញ្ចឹងឱកាសរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចរីកចម្រើនទៅបានគឺខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រកាលនៅពេលហ្នឹងផ្លូវទៅសាលាគឺវាឆ្ងាយហើយលំបាកទៀតពេលរដូវប្រាំងមានដីហុយច្រើនហើយពេលរដូវវស្សាផ្លូវឡើងបែកភក់វល់ហើយសំណាងល្អនៅឆ្នាំ2008ខ្ញុំត្រូវបានទទួលមករស់នៅមណ្ឌលអង្គការកម្មាមេគង្គនៅស៊ីសផុនហើយនៅទីនោះហើយដែលខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយក្មេងសិស្សមកពីគ្រួសារក្រីក្រដទៃទៀតប្រហែល10នាក់ហើយនៅអង្គការកម្មាមេគង្គហ្នឹងខ្ញុំបានរៀនច្រើនហើយបានស្គាល់គេច្រើនហើយអង្គការកម្មាមេគង្គគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានទទួលអំណោយដ៏ល្អបំផុតគឺការសិក្សាអប់រំហើយខ្ញុំបានរៀនសូត្រស្គាល់អ្នកដទៃទៀតខ្ញុំឈ្មោះសែមស៊ីណែតបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងបានទទួលហារូបករណ៍រដ្ឋនៅមហាវិទ្យាល័យអសតសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដែលយើងបញ្ចប់ការសិក្សាហើយអាចទទួលបានការងារមួយដ៏ល្អសូមអរគុណចំពោះអង្គហ្វង់ឌុយមេកុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់អង្គហ្វង់ឌុយមេកុងដែលបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចេះសម្របសម្រួលជាមួយនឹងបរិយាកាសរស់នៅជុំវិញខ្លួនមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងមានភាពស្មោះត្រង់
នាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាហើយខ្ញុំអាចទទួលបានការងារធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយសម្រាប់ការ transfer លុយនៅក្នុងស្រុកហើយដោយសារតែការងារល្អរបស់ខ្ញុំក៏អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើតគម្រោងសម្រាប់ជួយទៅដល់និស្សិតដទៃទៀតដែរនាងខ្ញុំឈ្មោះមានស្រីម៉ៅនាងខ្ញុំបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងៗដទៃទៀតបានរៀនសូត្រដូចជាអង្គហ្វង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកាលពី10ឆ្នាំមុនដែរអ្នកបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំឲ្យនាងខ្ញុំមានសេរីភាពសូមអរគុណ Pas mal, hein. Alors, quand je disais Cosette et Jean Valjean, ce qui est vrai, c'est que vous les prenez, donc les enfants dont vous vous occupez, dès le plus jeune âge. Ça, c'est le début de l'aventure. Et puis, au fur et à mesure que les années ont passé, vous les avez finalement accompagnés jusqu'à l'âge adulte, à la vie professionnelle. Notre vision, est très simple, c'est que les enfants pauvres peuvent être les modèles de responsabilité de leur pays. Donc, ils ont aussi cette possibilité de l'être. En tout cas, c'est une conviction, et c'est quelque chose qu'on porte au cœur. Donc, si on les accompagne dès le plus jeune âge, eh ben, on sait qu'on peut leur faire basculer un avenir. Plus tôt on les accompagne, mieux on pourra les accompagner. Vous disiez que la jeune fille qu'on voyait l'an dernier sur les bancs de l'Institut Mérieux à Phnom Penh, elle-même, elle a dans son entreprise, qui est une boîte de finances, elle a fondé me disiez-vous, une fondation entreprise? Ce qui nous intéresse, c'est que nous, notre enjeu, une entreprise est faite pour croître. Nous, notre enjeu, c'est de disparaître, c'est de nous retirer. Donc, c'est qu'eux-mêmes prennent le relais pour que... Mais ça, on dit toujours ça dans les histoires de développement et ça marche plus ou moins. Hein. Ça marche plus ou moins, mais ça marche avec Sremao. Oui. Sremao a mis en place au sein de son entreprise des collectes de dons, c'est peut-être des débuts de fondation d'entreprise comme on l'a en France, pour aider les 4 villages de là où elle vient, pour dire on peut aussi, nous, entreprises, s'y mettre pour aider. Alors Guillaume Davouville, expliquez-moi comment est-ce que vous avez traversé cette période qui dure et qui va encore durer d'épidémie. Comment est-ce que vous vous êtes adapté au Covid? D'abord, avec les volontaires que vous envoyez, vous en avez combien de bambous? Vous appelez ça des bambous, vous en avez combien chaque année? Alors, on envoie une soixantaine de volontaires de solidarité internationale. Ils s'appellent des bambous parce que leur devise est la suivante: un bambou plie mais ne rompt pas. Ouais, ils ont entre 20 et 35 ans. Ils sont prêts à donner 1 an au service des plus pauvres. Autant de filles que de garçons, des célibataires, des gens mariés. Alors, là, vous en aviez moins à partir. Ils étaient inquiets avec ces histoires de Covid. Ils étaient déjà sur le terrain. Ils étaient déjà sur le terrain. Donc, il y a un moment, au fur et à mesure où les pays ont commencé à confiner, nous, pour des raisons non pas sanitaires, mais plus sécuritaires, parce qu'ils étaient considérés comme des pestiférés par les locaux eux-mêmes, on les a confinés dans des grandes villes. Alors, ils étaient comme les poilus de la tranchée. Ou comme une carmélite. Ils attendaient comme à la caserne, en garnison. Exactement. Mais la clé de l'Asie, c'est l'amitié, c'est la gratuité. C'est la gratuité dans la relation. Le fait, pour nos responsables locaux, qui sont des bénévoles, hein, on s'appuie sur 1000 bénévoles, de savoir que tous nos volontaires étaient restés en Asie, sur le même fuseau horaire, étaient là, au contact, alors vous savez, avec les réseaux WhatsApp, Viber, etc., sur le même fuseau horaire, étaient restés en mission dans la contrainte d'être confinés dans des grandes villes, dans des Airbnb, et ils ont trouvé ça, enfin, je peux vous dire que la fécondité était redoutable. Oui, en même temps, on peut se demander à quoi on sert quand on est dans un Airbnb, comme vous le dites, dans une ville comme Phnom Penh ou Saigon, sans contact avec la population. On doit pouvoir se dire, mais je serais aussi bien finalement à Asnières, à l'Étoile ou à Palavas-les-Flots. Hein. C'est ce que nous ont dit nos bambous, mais les responsables asiatiques nous ont dit c'est incroyable à quel point vous nous aimez. Okay. Pourquoi? Parce que dans l'épreuve, on nous demande d'être fidèles. Alors comment est-ce que vous faites on vient et on creuse sa tombe avec sa pelle. Comment est-ce que vous faites dans ce contexte-là pour aider les familles les plus pauvres à scolariser leurs enfants et à tenir alors qu'elles sont elles-mêmes, ces familles, confinées et qu'elles ont du mal à survivre, hein? Alors d'abord, quel est le problème? Le confinement, qu'est-ce que ça génère comme problème pour les plus pauvres? Parce que la question, c'est quelle réponse nous, on peut donner. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a
une perte de job, parce que beaucoup d'emplois se sont arrêtés. Je vous prends un chauffeur de tuk-tuk, vous savez, c'est l'espèce de taxi à 3 roues locaux, il y en a partout en Asie, de tricycle. Voilà. Je vous prends un exemple de boulot. Stop des boulots, stop des écoles, plus de revenus, plus d'écoles, problème de nutrition, problème d'oisiveté. Et toute la gangrène qu'il peut y avoir derrière, les addictions aux écrans, violence, gang, et tout ce qui peut être lié aux écrans. Vous avez vu ça vraiment fleurir, si j'ose dire? Ah oui, je peux vous dire que moi, je suis rentré le 9 mars du Vietnam. On voyait déjà des enfants, des minorités ethniques banards, qui étaient dénutris. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est d'abord, on ne crée pas, on répond aux besoins. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une ONG, ce qu'il faut expliquer peut-être, c'est que vous n'êtes pas du tout avec votre système de parrainage, d'accompagnement d'enfants, comme ça, sur la longue durée, avec des parrains en France qui ont un lien direct avec leurs protégés, qui s'écrivent, ils pensent les uns aux autres, etc. Vous n'êtes pas du tout une ONG qui travaille dans l'urgence habituellement. On ne travaille pas dans l'urgence, mais on est un peu des cœurs qui saignons, quoi. Si vous voulez, on s'est toujours adapté. Nous, on est là pour répondre aux appels du pauvre. Quand il nous dit j'ai besoin de toi, on peut pas. Enfin, si vous voulez, on est aussi comme des bons pères de famille. Je vous dis ça parce que dans le cas du tsunami qu'on a vécu en 2005, on a aidé à reconstruire des villages, des ports de pêche, etc. Dans le cadre du typhon Haiyan, qui est un des plus gros typhons enregistrés sur les côtes terrestres aux Philippines en 2013, on a reconstruit 2300 maisons pour une raison très simple. Vincent, c'est qu'on s'appuie sur des responsables locaux et notre maillage local de 1000 responsables locaux est tellement fort qu'on leur dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse et nous on s'adaptera. Oui, la clé c'est de s'adapter. Vous n'êtes pas une ONG parachutée sur un terrain étranger et qui arrive avec ses bons sentiments et ses pétrodollars ou ses... non, vous êtes vraiment... vous répondez aux appels qui viennent du terrain, ça vient du terrain. On est là pour aimer et servir durablement des gens qui nous appellent à l'aide. Qu'est-ce qui s'est passé là, en l'occurrence? Alors, qu'est-ce que vous ont dit vos contacts locaux quand le confinement, quand les pays ont commencé à se verrouiller et que les gens ont été coincés chez eux, faits aux pattes en quelque sorte, alors qu'ils n'ont aucune trésorerie et pas de possibilité de travailler sur Internet ou de... Ils nous ont dit, on a faim, parce qu'on n'a plus de trésorerie, il faut savoir... c'est des personnes qui ont 2 jours de trésorerie, quoi. Enfin, même pas. Hein. Donc, ils nous ont dit, on n'a plus de quoi subvenir à nos besoins. Avant de savoir si l'école devait être maintenue, ils nous ont dit, d'abord, on a faim, on n'a plus de besoin de première nécessité. Donc, nous, on a distribué l'équivalent pour nous de 15 ans de riz en 2 mois. Donc, ça représente 450 tonnes de riz, où on donnait, en gros, 200 kilos de riz par famille. Mais vous ne le faites plus. Et si on continue, mais enfin, je vous dis ce qu'on a fait déjà jusqu'à aujourd'hui. On a distribué 15 ans de riz. Si on faut qu'on distribue 30 ans de riz, on fera 30 ans de riz. Mais pour la première fois, moi je me suis mis à négocier avec des traders de matières premières pour essayer de diminuer le coût du riz, pour qu'on puisse donner le maximum. Ces familles avaient faim, donc il fallait les nourrir. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'était pas un lieu, c'est nos 6 pays d'action nous ont demandé. Et alors, vous avez organisé, vous êtes mis à négocier donc le cours du riz, la tonne à... Alors ça dépend des pays, pardon, mais pour vous donner un ordre d'idée, nous on était de l'ordre de 40 centimes le kilo. 40 centimes le kilo. Oui. Ouais. C'est pas cher. Merci. Non, c'est pas mal. Et alors, vous achetiez, donc vous avez trouvé des gens pour le transporter, pour le regrouper, vous avez fait des achats groupés, comment est-ce que vous êtes débrouillé? C'est pas votre métier d'être Non, trader. c'est pas notre métier. Nous, soit on confiait une somme d'argent, on leur disait vous allez l'acheter à combien, soit on essayait de négocier localement. Mais la force d'Enfants du Mékong, c'est la résilience de s'appuyer sur la résilience des Asiatiques. On s'appuie sur des responsables locaux qui savent très bien les modes opératoires, c'est-à-dire soit donnez-nous les sous, soit donnez-nous les moyens d'y aller. Beaucoup de pertes en ligne? Pardon? Pas de pertes en ligne? De pertes en ligne. C'est-à-dire qu'en général, les ONG qui travaillent dans des pays compliqués, surtout dans des périodes de crise comme celle-là, sont obligés de dépenser beaucoup. Il y a beaucoup d'évaporation, non? Non, je ne pense pas. Alors, si vous parlez d'évaporation en Asie, la plus grosse évaporation qu'on peut avoir, c'est le décrochage scolaire des jeunes. Ça, clairement, il y a un décrochage scolaire. Je vais vous prendre un exemple hyper marquant. Aux Philippines, il y a eu la rentrée étudiante il y a peu. 20% des jeunes, aux Philippines, nationales, ne s'étaient pas réinscrits à l'université. 20% des jeunes. Un jeune sur 5 ne s'est pas
réinscrits. Donc imaginez ceux qui sont réinscrits, qui ont décroché. Plus d'un cinquième qui ne se sont pas inscrits. En plus, il faut compter les décrocheurs. Donc on s'est dit, mais et chez nous, qu'est-ce qui s'est passé chez les enfants qu'on soutient? Le parrainage, qui est... C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas réinscrits parce qu'ils n'avaient pas les moyens, en fait, de retourner à l'université. Ils n'avaient plus envie. Soit ils n'ont pas réussi pendant 9 mois à être maintenus dans leur système éducatif, ils ont lâché, quoi. Ils se sont dit, tant pis, je vais trouver un petit boulot. Le problème existe aussi en France, ça, d'étudiants qui sont abandonnés à leur sort. Complètement. Et qui dépérissent dans leur chambre. Hein. Je crois qu'on a un peu moins de 20% de décrochage scolaire en France, en tout cas je l'espère, mais on est face à un pays qui est passé de 9% de chômage à 48% de chômage. Alors, de quoi est-ce que vous êtes fiers au cours des derniers mois qui se sont écoulés depuis donc, après 9 mois comme ça de vie si particulière, en train de faire une aide d'urgence à laquelle vous n'étiez pas habitué, avec des gens en mission qui sont coincés dans la capitale. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné et de quoi est-ce que vous êtes fier? Alors, je ne sais pas si c'est de la fierté, mais je voudrais plutôt vous parler d'émerveillement, parce que je suis assez émerveillé de voir d'abord à quel point l'Asie a une résilience énorme. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, alors que c'est quand même une crise mondiale, qui est une crise énorme, hein, ils nous ont dit c'est une crise de plus. Ils ont l'habitude de voir des crises et ils sont toujours en train de se relever. Ils ont toujours cette volonté de regarder ce qui va bien. Je m'en souviens d'une fois, on était dans un bidonville. Je vous prends un exemple d'illustration pour vous montrer cette résilience. Un jour, on va dans un bidonville, tout avait cramé. Les promoteurs immobiliers mettent le feu pour récupérer les terrains aux Philippines. Et on avait vu une famille danser là-bas. Alors qu'il n'y avait plus rien, vous voyez, des familles danser avec un bout de tôle et un bout de bambou. Et puis il y avait une espèce de cochon qui tournait là. Ils dansaient sur leurs cendres. On va les voir, on dit mais qu'est-ce que vous avez quoi? On dit mais pourquoi vous dansez? Vous avez tout perdu. On dit ben non, on est vivant. Vous voyez, ces peuples-là se tournent du côté de la vie. Et moi, ce qui m'émerveille, c'est l'Asie qui a toujours cette façon de se tourner toujours du côté de la vie. Donc il y a une entraide communautaire qui reste énorme. Oui, il y a un taux d'endettement, un surendettement des familles qui est catastrophique. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de pôle emploi là-bas. Mais ils ont un sens communautaire qui est énorme malgré des familles surendettées. Ils se tournent du côté de la vie. Le deuxième émerveillement, c'est de voir qu'un levier imaginé par un ancien légionnaire il y a 60 ans, qui est le parrainage d'enfants, c'est-à-dire un parrain en Occident qui donne une somme d'argent à un enfant en Asie, et qui lui écrit des lettres, il y a un échange épistolaire qui naît, peut avoir un impact de dingue et s'adapte à toutes les situations. Là, on a dit à tous nos parents, à toutes nos marraines, est-ce que vous acceptez que, puisque l'école est arrêtée, que l'argent qui est pour permettre à l'enfant d'aller à l'école, on le transforme en aide sociale? Ils ont tous dit oui. Enfin, attendez, évidemment. Enfin, on était face à une situation hors norme, incroyable. C'est la même chose pour le tsunami. Le parrainage s'adapte à toutes les situations de vulnérabilité. Ça, pour moi, c'est un émerveillement de dingue. Et le troisième émerveillement, c'est de voir que toutes les crises révèlent aussi parfois la grandeur de l'homme. Et nous, on essaie de se tourner du côté de la grandeur de l'homme. C'est incroyable de voir que quand on dit « j'ai besoin d'aide », vous voyez, je vous parlais de trading de riz. Moi, je n'avais jamais fait ça. On trouve les personnes qui nous disent « pas de problème, je vais t'aider ». Il suffit de dire « on y va ». Ça peut durer. Vous pouvez continuer à maintenir finalement l'activité de l'ONG alors que son objet, c'est pour l'instant, est entre parenthèses, quoi. L'éducation des enfants, elle prend du retard là quand même. Hein. Alors, je vais inverser, si vous l'acceptez, votre question, c'est plutôt de dire, nous, notre devoir, c'est de dire oui. On est là pour répondre aux besoins des pauvres. Et ce qu'on a dit aux équipes, c'est de dire, on dira oui. À tous les appels du pauvre, on est au premier plan pour répondre à ces besoins. Bon, donc on dira oui. Donc je ne me pose pas la question. Sur l'éducation des enfants. Sur l'éducation, c'est sûr qu'on peut se dire, on voit des risques. Il y a des taux de suicide aux Philippines qui sont extrêmement importants chez les jeunes. C'est franchement hyper inquiétant. Je pense qu'il y a 80 fois plus de suicides dans les bidonvilles que de morts du Covid. Enfin, faut quand même être lucide. Et le sujet des écrans reste pour nous une priorité majeure. Pour remobiliser, ça peut casser des gens qui ne veulent plus aller à l'école. J'ai rencontré un jour un jeune dans un bidonville à Mandalay qui m'a dit « je ne veux plus aller à l'école, j'ai ça ». Ouais.
pas les écrans, sauf Télésud. Hein. Pardon. Alors, le prédécesseur de Guillaume d'Aboville, son mentor, son maître et son vice-président s'appelle Yves Maudre. Il vient de publier ce livre lumineux aux éditions Dominique Martin-Morin. Ce sont 18 récits, des portraits de héros qui résistent à la fatalité et au rouleau compresseur du monde implacable, du monde mondialisé. Ça donne une furieuse envie de vivre. Ce livre, lui aussi. Yves Maudre, donc, ils sont seuls contre le monde. Merci Guillaume d'Aboville. Merci Vincent. Ainsi va le monde et tout continue sur Télésud.